Allez, bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons de Rose, Histoire d'une couleur, livre de 180 pages paru en 2024, dont l'auteur est bien entendu Michel Pastoureau et que vous trouvez au prix habituel de 40 €, en tout cas pour ce qui est du grand format. Alors on va entamer ici un cycle de nouvelles lectures et on l'entame en poursuivant nos propos sur l'histoire des couleurs avec notre bon Michel Pastoureau. Alors je le dis tout de suite, après une pause d'une dizaine de jours entre fin juillet et début août, on est encore en période estivale, on reprend tranquillement. La semaine prochaine ce sera un onanisme et découverte sur un autre sujet complètement. On est un peu voilà sur de la détente, c'est presque un intermède ou une façon de se remettre en jambes avant de repartir sur du sérieux. Même si bon, le brigandage post-unitaire et resté romain, c'était pas là pour rigoler non plus, je parlais bien sûr plus spécifiquement de la littérature en l'espèce, et ce sera de retour en septembre de façon plus soutenue. Voyons donc ce que le rose a à nous dire. Commençons bien sûr comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Comme pour la fois précédente, je pense que l'on peut s'abstenir de présenter Michel Pastoureau, qui est d'ailleurs lui-même bien rose. Je l'avais fait 2 fois l'an dernier, peut-être même d'ailleurs en début d'année aussi, je ne sais plus. C'est un de nos historiens les plus connus et médiatiques, donc je renvoie aux autres présentations sur des sujets équivalents. Et si j'en fais une autre un de ces jours, ce qui est fort possible, c'est prévu, ce sera probablement au début d'année prochaine. Là, je referai peut-être une petite biographie à ce moment-là, au vu du temps qui se sera écoulé, mais pour le moment, je pense que l'on peut s'en passer. Surtout que la biographie en question n'est pas passionnante, ce qui tient pas forcément à Michel Pastoureau en lui-même, hein, mais bon, un historien moderne, donc bon, grand chose de croustillant à se mettre sous la dent. On a déjà couvert le premier bouquin, le bleu, puis le jaune, puis le vert plutôt cette année. Et s'il y avait un lien chromatique entre ces couleurs, hein, je vous fais pas un dessin bleu, jaune, vert, en plus complètement involontaire, ici ça n'est pas le cas. Et puis il nous restera encore bien sûr la triade principale du blanc, du rouge et du noir à faire. Ici l'on est avec le dernier né de la série et une question qui me taraudait. En effet, le livre est plus court que les autres, assez largement, mais au même prix bien sûr, et on s'attaque à une couleur plus secondaire, une demi-couleur dirait Pastoureau. Au vu des précédents dont j'ai parlé, je me demandais donc, en me procurant le dernier né, si l'on était dans une démarche mercantile, qu'elle soit volontaire ou dictée, une démarche d'urgence au vu de l'âge de notre auteur, qui doit aller, je crois, sur ses 80 ballets ou pas loin, si l'on était sur un vrai désir, sur un processus d'érudition, que sais-je, ce qui est un questionnement légitime au vu du rythme des publications, puisque Bleu a été publié en 2000, Noir en 2008, Vert en 2013, Rouge en 2016, Jaune en 2019, Blanc en 2022 et donc Rose en 2024 avec un nombre de pages diminué. Donc vous voyez un rythme de publication qui s'accélère avec le temps. Même si je crois d'ailleurs qu'il alterne avec les animaux, ça n'empêche que l'on accélère. Et c'est un questionnement légitime parce que l'introduction du précédent, donc le blanc, dont on parlera d'ailleurs normalement en début d'année prochaine, le définissait comme le dernier. C'est vrai qu'on peut discuter science, triade primaire en anthropologie et compagnie, mais on peut considérer effectivement les 6 qui étaient parus comme les couleurs principales de l'homme et de son environnement, et là on se retrouve avec un livre sur une couleur dite secondaire. L'interrogation est donc légitime. La division du livre en 4 chapitres rappelle le bleu, et marque encore pour le rose une autre étape d'appréciation de la couleur. Le bleu évoluait dans l'histoire vers le positif, je vous le rappelle, le jaune vers le négatif, le vert oscillait, ici avec le rose, on reste, à part pour une courte période, dans une couleur secondaire mal définie, peu appréciée et de second ordre d'importance. Donc toujours intéressant de se pencher sur l'évolution d'une couleur drapant la société et tout un ensemble de phénomènes visibles et invisibles. Et le but ici va être de faire travail alors modestement, approchant de la dernière occurrence, c'est-à-dire se pencher sur une couleur, mais aussi sur la forme du travail rendu par Pastoureau. À
quoi répond par exemple la baisse de quantité du contenu? Cela répond seulement à l'histoire de cette couleur ou à un travail moins approfondi? Je pense que c'est une des questions attendues aussi lorsque l'on paye 40 € pour un livre, ce qui est quand même une somme. L'introduction déjà est plus chromatique que les précédentes, moins générale, plus centrée sur le rose que le travail de l'historien des couleurs. Et encore une fois, après cette mouture, il est normal que bien on ait envie de faire varier un petit peu la chose. En rappelant que pour la science, le rose n'est qu'une nuance de rouge, ça le sera d'ailleurs très longtemps, dans les esprits. Il est curieux d'ailleurs que de ce point de vue, Pastoureau n'ait pas privilégié l'orange ou le violet, enfin indigo, peu importe, des couleurs du spectre chromatique, disons. Peut-être qu'elles étaient moins riches en symbolique, on le verra. Pourtant, sur le rose, du point de vue des sciences humaines, du point de vue même du réel, l'homme a forcément vu cette couleur et a nécessairement tenté de la nommer. Ou en tout cas, on est en droit de le croire. Son nom définitif, en tout cas dans notre langue, en français, sera floral et tardif. Son classement hasardeux, couleur mixte, comme d'autres, avant de devenir une couleur signifiante qu'à l'époque moderne, signifiante mais différemment appréciée. Le plan sera chronologique, comme toutes les œuvres précédentes de l'auteur, avec cette volonté d'embrasser large, en rappelant aussi la limite de l'espace culturel et matériel européen dans le travail de l'auteur. Il ne s'intéresse effectivement qu'à ce continent, qu'à cette civilisation, mis à part quelques petits mots glissés de ci, de là. Allons-y pour le rose donc, et est-ce que l'on va voir la vie en rose ? La première partie s'étend des origines de l'homme au XVe siècle et fait du rose une couleur discrète. On le sait, le rouge fait partie de la triade primaire des origines avec le blanc et le noir, ce qui sont d'ailleurs les trois couleurs que je n'ai pas encore restituées, et je le ferai un jour, on ira au bout du processus, et de fait, le rose que l'on a avant le IVe siècle avant Jésus-Christ est une couleur rouge dégradée issue de la patine du temps. Les premiers roses incontestables sont issus de la peinture macédonienne, notamment celle des temples funéraires, vous avez ici la tombe de Philippe II, celles adjacentes aussi par exemple. Une palette large et nuancée avec un rose obtenu, ce qui sera là aussi très longtemps le cas, par mélange de pigments ou par touche de blanc et rouge, provoquant l'illusion bien connue d'une tierce couleur. Et déjà, avec ces peintures, le rose manifeste le lien privilégié qu'il aura avec la peau et la nudité, en tout cas en Europe. Ce qui fait le lien avec Rome, royaume, république ou empire de la décoration corporelle et du cunu mural. De ce point de vue, les historiens de l'art remercient toujours le Vésu, puisqu'à tout malheur quelque chose de bon, puisque sans lui, nous n'aurions sans doute pas la même connaissance de la peinture romaine antique, son rouge omniprésent, mais aussi son rose du corps très souvent dénudé, dans les lupanars certes, mais aussi dans toutes les maisons patriciennes. C'était plus ou moins l'équivalent d'un calendrier Pirelli sur les murs de toutes les cahutes de l'époque. Je ne vous ennuie pas avec la méthodologie de fabrication, donc ce soit inintéressant, mais la plupart du temps, et on l'a déjà vu, c'est minéral et chimique, on se perd vite en barbarisme. Tout cela est fort savant, parfois je l'évoque, parfois non, peu importe. Et l'auteur parle ensuite des portraits du Fayoum. Mais sur ce point, là aussi je garde le silence parce que je trouve que c'est un sujet à vidéo, en réception en onanisme, donc on n'en parlera pas. Avec ce sujet-là, on transcende l'art et la couleur, donc gardons-le sous le coude, qui sait, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Il n'empêche que le rose reste une couleur discrète en architecture, dans les objets, en vêtements. Le latin comme le grec n'ont pas de mots pour le dire, alors rien de surprenant à cela pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, et la rosacéus reste une fleur, et une fleur qui n'est pas rose, on y reviendra. Le rose ne fait finalement partie d'aucune liste de couleurs jusqu'au 15e. Dans la teinture, le maquillage, les bijoux, rien de rose, sauf par accident de rouge clair.
Ça n'évolue pas au Moyen-Âge, malgré l'apport germain dont nous avions parlé, notamment pour le bleu et le vert, et ce, même si l'on voit du rose apparaître avec notamment l'enluminure ottonienne à partir du Xe. Alors là, en l'occurrence, dans mon illustration, ça n'est pas sur l'habit, mais il y en a d'autres exemples vestimentaires. Mais selon l'auteur, je le cite, « Il serait bien naïf de croire que tel ou tel personnage vêtu de rose dans une miniature a porté ce rose en telle ou telle circonstance, ni même qu'une telle teinte avait sa place dans le costume de telle ou telle époque. En matière de couleurs, les enlumineurs du Moyen-Âge font ce qu'ils veulent et peignent rarement ce qu'ils ont sous les yeux. » Ce qui est vrai et faux, hein, notamment pour les couleurs de la nature dont on avait parlé. Peu importe, en tout cas c'est une analogie effectivement plutôt pertinente avec par exemple la différence entre nos magazines de mode et nos vêtements du quotidien. Mais donc la seule exception est l'enluminure ottonienne sans que l'on ne sache vraiment pourquoi. Ni héraldique, ni liturgique du temps n'utilise le rose. En sus, je le cite, à nouveau, c'est une couleur inconnue de la physique et de l'optique, tant médiévale que modernes ou contemporaines. L'habit liturgique en partie rose, que l'on connaît, plus tardif pour certains dimanches, alors c'est très rare, je crois que c'était à une occasion pendant l'Avent et la seconde je ne sais plus, mais peu importe, et donc son association à quelques événements de la liturgie est pour Pastoureau issue d'une incompréhension historique des textes. Vous avez ici un exemple. Même chose par la suite dans l'héraldique où elle apparaîtra, cette couleur de façon ponctuelle et surtout moderne. Un grande absence au global donc, en tout cas pour ce que l'on en sait. La seconde partie couvre du XIVe au XVIe où le rose devient une couleur admirée. Pour les vêtements, Pastoureau reprend ce que nous avions vu, je ne sais plus pour quelle couleur d'ailleurs, je crois que c'était le jaune, mais il reprend la Pragmatica del Vestire Florentine, qui est un recensement vestimentaire des femmes de la bonne société afin de taxation. On y trouve dans cette liste une grande partie de rouge rose, et pour l'obtenir on utilise une plante dont le nom, j'imagine, vous parlera, la garance, nuancée à l'aide de différents mordants. Ou sinon on utilise, alors bien sûr comme pour le rouge, hein, comme la garance, le kermès ou cochenille selon les lieux, mais in fine, vous le savez, le corps desséché d'un insecte qui une fois écrasé produit un peu de suc rouge vif, et comme vous vous en doutez au vu de la quantité nécessaire, c'est une façon, un colorant qui n'est absolument pas donné. Les autres colorants végétaux sont plus rares, sauf un qui deviendra essentiel, le bois de Brésil, à partir du XIVe, qui lui seul produit de vrais tons roses, mais sa provenance première, l'Asie, et la difficulté de son travail et mordançage le confinent aux plus hautes sphères, et la couleur d'ailleurs n'a pas plus de nom en Orient. Haute sphère d'ailleurs, où le rose est d'abord une couleur masculine, et la vogue est telle que la découverte d'un tel bois au Nouveau Monde, le Pernambouc, lèguera son nom au territoire abordé par les Portugais, vous avez compris, le Brésil. Vous avez quelques exemples de roses que je n'ai pas forcément mis, vous avez ce tableau très célèbre d'Henri IV, je crois qu'il est dépeint en Mars, le dieu de la guerre, où il est entièrement vêtu de rose. La teinture est néanmoins muette sur le rose jusqu'à la fin du XVe, un petit peu plus tôt pour la peinture, alors encore une fois on passe les détails, l'évolution de la technique, les expérimentations qui seront faites, le génie de l'homme, c'est très intéressant mais ça nous éloigne un petit peu du sujet. Et voilà, en gros en peinture l'idée c'est toujours le mélange de pigments rouges et de pigments blancs qui seront liés pour le peintre. En tout cas, en général, eh bien, le rose reste une couleur produite par l'homme et accompagne la transition de statut de ces dernières qui peuvent maintenant devenir aussi séduisantes dans l'art que les couleurs de la nature. La couleur n'est donc plus seulement un code, mais aussi une esthétique, et le plaisir des sens va supplanter le plaisir normatif au cours du XVIe et bien entendu de sa peinture. Alors je passe là aussi sur la querelle qui est abordé par Pastoureau du dessin et de la couleur, qui en plus de ça a déjà été évoqué, alors je crois que c'était à l'occasion du jaune, comme critère principal de la beauté picturale et importance de la représentation normative, si ce n'est pour dire que dans le cadre de la seconde, la couleur, le rose du corps est un essentiel, un critère de jugement de la qualité d'une œuvre.
Vous avez ici le Titien, hein, et vous voyez quand même la profondeur des expressions. Un rose aussi, d'ailleurs, très profond, très visible, que ce soit sur le vêtement, mais aussi bien sûr sur le corps. Vous avez quand même tout ce génie de la peinture italienne du temps et de la profondeur des sentiments qu'il nous rend visibles. C'est quand même voilà, un des pinacles quand même du temps artistique, peu importe. La troisième partie de l'œuvre, qui s'étend du XVIe au XVIIIe, est celle d'un rose en recherche de son nom. En quête de son nom, car la rose antique, je l'avais dit, n'est pas rose, hein, les faux amis sont toujours légion, mais le rose lui manque, hein, il n'est toujours qu'une variation du rouge, pas plus. Avec l'importation du bois de Brésil, qui permet d'obtenir une plus large étendue d'étoffes colorées de rose, c'est d'abord incarnato, l'incarnat qui s'impose dans la langue, mais l'incarnat c'est le rose de la chair, et d'ailleurs on ne le rencontre plus guère aujourd'hui comme adjectif. Et effectivement plus tard, eh bien, la solution va venir des jardiniers, puisque la création horticole de cette teinte va finir par donner son nom à la couleur, la rose est devenue bien le rose. Alors si ensuite nous donne dans le livre une histoire de la rose, hein, la fleur que je vous épargne ici au global, hein, ce qui est sans intérêt réel pour nous, cette fleur symbole de l'amour, cette obsession des Romains, mais qui n'est pas rose, elle est jaune, elle est blanche, elle est rouge, ce qui est une palette assez restreinte jusqu'au contact méditerranéen. Il n'empêche que sa symbolique est à son apogée, c'est une fleur qui n'a que des qualités mais qui n'est pas rose. Et à partir du XVIIe, avec les croisements, notamment je crois avec des plantes, des plants chinois, la palette va s'élargir vers le rose avec des conséquences immédiates puisque cela vient pallier aux limites de l'incarnat, cette couleur de chair manquant du coup d'étendue abstraite. Parce que la couleur, le bleu, le rouge, le vert, ce que vous voulez, la couleur a une étendue abstraite. Si je dis bleu, tout le monde ne pensera pas au même bleu. Avec la fleur vient le mot, et on est là sur une histoire de la langue, ce sera d'ailleurs la même chose dans d'autres langues, hein, qui ont pour beaucoup la même racine, mais vous avez par exemple le ping anglais, qui lui vient plutôt de l'œillet, mais l'idée est la même. Et finalement, comme le bleu, l'histoire va lier la couleur avec la réalité. On avait parlé de l'indigo bleu directement responsable du développement de l'appétit pour cette couleur, il en va de même pour le bois de Brésil et le développement du rose suivant l'impérialisme européen. Vous avez ici un tableau, je crois que c'est le comte d'Angivillers, mais je ne me souviens plus, peu importe. Pourquoi ? Eh bien parce que la vogue du rose atteint son apogée entre 1750 et 1780. C'est à cette époque que rose devient un adjectif de couleur qui s'impose définitivement début 19e et plus seulement une fleur. À partir de 1770, eh bien, tout devient rose chez les grands de ce monde, et qui dit expansion, dit différenciation et étendue de la gamme et de son application. Le rose devient la couleur, vous l'avez en tête bien sûr, du romantisme naissant, des élans du cœur, on l'avait dit d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le bleu, hein, le fleur bleu. Il en va de même du rose, des rubans de la robe de Charlotte, même si sur l'image que je mets c'est la robe entière qui est rose. Charlotte qui fait souffrir le jeune Werther, hein, on parle de Goethe et de la naissance du romantisme là. Mais tout lasse. Et tout aussi rapidement, le rose romantique devient vite mièvre, la couleur de l'eau de rose et de la midinette. Overdose pourrait-on dire. Et aussi, renversement des élites à la Révolution et de leur goût du rose, Pastoureau ne l'aborde pas, mais après tout, pourquoi pas, si je peux apporter mes idées moi aussi, je ne suis pas plus con qu'un autre. Enfin, dernière partie, du XVIIIe au XXIe siècle, le rose comme couleur ambiguë. Vous avez ici la chambre de Louis XVI, je crois que c'était au Petit Trianon. Alors on peut toujours discuter effectivement de l'effet rose donné par le rouge et l'argenté, mais bon, on est quand même sur un effet proche du rose. Parce que de masculin, ou aussi masculin, n'exagérons pas, le rose devient une couleur féminine, ou disons exclusivement féminine. Plus aucun homme n'en porte à partir du début du 19e siècle, comme d'ailleurs les fards et les poudres, hein, le maquillage devenant lui aussi un apanage féminin. Rose et rouge se déclinent certes à l'envi en tout temps, mais comme on l'a dit, le rose devient mièvre, il devient ennuyeux, il devient terriblement petit bourgeois et affreusement sentimental et fâcheux. Et finalement un rouge qui a perdu son caractère guerrier, son caractère passionné, et d'une couleur de femme, il devient alors même une couleur de fillette.
couleur d'ailleurs de l'enfance en général, avec en plus de ça un choix sexué assez tardif, accompagnant le développement du tissu synthétique. Ce que l'on connaît, le bébé bleu et le bébé rose, ce n'est pas avant les années 30, et avant cela le rose est d'ailleurs très souvent une couleur de petit garçon. Ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment expliqué dans le livre, relève, dirons-nous, d'une construction abstraite, passons ça aux sociologues, mais qui de fait n'implique absolument rien d'important pour notre société, qui aurait pu être inversé ou ne pas exister. Ça nous priverait d'un combat très important pour le genre, a priori. On relèvera d'ailleurs que l'on sent dans le livre Pastoureau un petit peu taquin avec tous les faquins qui font de l'histoire du rose genré, histoire qui n'existe pas avant une centaine d'années en arrière, soit une paille à l'échelle de notre humanité et à l'échelle de l'histoire des couleurs. Puis ensuite, et c'est vrai, à partir de la fin des années 50 et du début des années 60, avec la poupée Barbie, cet objet fort répandu, et bien là c'est festival. Peu importe le pourquoi, ça ne nous intéressera pas, l'auteur d'ailleurs un peu aussi, ça s'est désintéressé de la chose, mais force est de constater alors que, bien chez Barbie, comme ailleurs, le rose pastel finit par céder la place au rose comme couleur fluo, comme couleur criarde, voire presque vulgaire, couleur américaine quoi. Et donc on passe du rose du lait grenadine, l'acception normale de cette couleur chez nous, à ce pink flashy anglais, mais aussi à un pink qui correspond à une gamme très étendue, très vivace de rose, qui tire sur le violet jusqu'au rouge. Ce qui nous amène, cette conception dite de la vulgarité, au rose comme couleur de la débauche et de la pornographie. D'ailleurs, et sans doute plus conséquence que cause, le rose est, selon les enquêtes d'opinion, devenu une couleur négative chez la plupart des gens dans le monde occidental. Alors, elle reste une couleur au-dessus du brun, qui est la pire couleur en termes de sondage, mais quand même. D'ailleurs, hâte du brun par Pastoureau et les 30 pages qu'il nous fera sur les différentes gammes d'étrons. Alors ça a été une couleur qui est devenue remarquée, remarquable, le rose, qui veut se faire voir, et malgré les discours publicitaires que vous connaissez, qui nous encouragent à la différence, à notre individualité exacerbée, à notre unicité revendiquée, et je ne sais quoi, eh bien, finalement, vous le savez tous, on veut être comme tout le monde, ce que l'on veut, c'est porter un costume gris en tergale avec des coudières marron, en fumant des bonnes gauloises et en consultant des dossiers à intercalaires aux feuilles jaunies. Et si c'est pas votre désir le plus profond, sachez que vous avez un problème. Donc le rose devient vulgaire, c'est le triangle des homosexuels, c'est le rose de la pornographie, de la littérature rose. Alors à ne pas confondre avec la bibliothèque rose si vous voulez faire un cadeau à une nièce, ce serait malvenu. Le rose de la messagerie rose, du téléphone rose, des balais roses, une couleur de la sexualité mêlée à une couleur de l'enfance, autant dire le plus graveleuse et détraquée possible. Par le biais du rose du corps souvent nu et de sa chair, en tout cas chez nous, ou par le biais d'ailleurs du cochon, l'animal, qui se voit à l'époque, vous le savez, devenir par croisement, comme la fleur d'ailleurs, devenir physiquement rose et se faire accoler la luxure au fur et à mesure de la réhabilitation du chien. L'homme devient un cochon et la femme cesse d'être une chienne, sans d'ailleurs que ce ne soit explicable par leur sexualité, le cochon, pauvre animal, étant pas spécialement vautré dans la luxure. Dans la boue, tout ce que vous voulez, oui, mais dans la luxure, pas plus qu'un autre. C'est comme ça, parfois la vie est injuste. Mais, fin aigre douce, ni triomphe ni mise à bas, le rose garde des valeurs positives. Envers du corps et de la chair, il reste une couleur de la beauté et de l'hygiène, du savon et du papier toilette, même si le blanc a tendance maintenant à le supplanter, fut un temps. Vos grands-parents avaient peut-être ce genre de choses, lavabo et salle de bain rose, je l'ai vu, de mes yeux, vu ce genre d'horreur. Bon, après, les modes, ça se juge facilement. C'est aussi une couleur moderne de confiserie et de plaisir, notre fameux Malabar, je ne sais même pas si ça existe encore, pour les plus anciens qui écoutent. Elle peut revêtir aussi des caractères de couleurs d'innovation et de créativité, de kitsch volontaire et assumé, de quelque chose de visible, de transgressif, de la Cadillac d'Elvis au maillot célèbre du Stade français. Voilà donc, après avoir couvert les 6 couleurs principales, ou que peut considérer comme principales, qui ne sont pas forcément les couleurs primaires, Pastoureau ouvre le bal des demi-couleurs, à voir jusqu'où il aura le temps d'aller. Parce qu'il le dit lui-même, on en viendra à l'orange, au gris, au violet et au brun. Il est optimiste parce que, bon, il est plus tout jeune non plus,
Et au rythme de publication, je ne suis pas certain qu'on en voit le bout. Est-ce que c'est vraiment plus mal? J'en suis pas certain non plus. Ce qui nous amène à, d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, comme d'habitude, il faut dire ce qu'on dit toujours en premier, c'est un beau livre. Plus court, je l'ai dit aussi, pour une raison simple à mon avis, l'absence quasi totale du rose avant le 14e. En tout cas, j'estime moi que c'est la raison, j'espère d'ailleurs, ce qui n'empêche qu'il est au même prix aussi. Mais très clairement, après 4 lectures, si le bleu semblait à mon avis encore une ébauche, si le jaune m'avait déçu et si le vert m'avait plu sans que je ne sache vraiment pourquoi, il en va de même du rose alors que fondamentalement tous ont peu ou prou les mêmes défauts et les mêmes qualités. Il faut être honnête, dans sa restitution, on a l'impression que Pastoureau parle beaucoup plus d'autres couleurs que dans les précédents, sans doute par manque de sources et de contenu, et on a l'impression d'un nécessaire remplissage pour tenir la ligne. Peut-être qu'il faut dire aussi que le modèle s'essouffle au 7e. Comme l'héraldique par exemple, on nous dit que le rose n'en fait pas partie, et on embraye ensuite sur un tour des autres couleurs en héraldique, ce qui est une répétition, très sincèrement, sans intérêt des précédents. C'est aussi la première fois, sauf erreur, où Pastoureau, en tout cas je n'ai pas lu tous les tomes, se permettent un chevauchement des chronologies entre les parties, sans doute encore une fois à cause du flou et du caractère plus secondaire de cette couleur. On a quelque peu une réponse donnée par l'auteur lui-même, à la fois sur l'ampleur plus réduite du volume et sur cette chronologie moins bien définie par l'objet d'étude. Je le cite. À l'image de celle du rose, l'histoire de ces demi-couleurs n'est ni continue ni homogène, mais présente plusieurs parenthèses chronologiques et vides thématiques, dues pour l'essentiel aux lacunes de la documentation. Rien de tel n'existait pour le rouge, le vert, le jaune ou le bleu, et encore moins pour le blanc et le noir. On a donc de fait beaucoup de débats annexes, moins centrés sur la seule couleur, c'est un défaut, s'éloigne beaucoup du thème, c'est aussi une qualité puisque l'on ouvre des perspectives intéressantes, mais certains sujets avaient déjà été abordés, c'est le cas du rapport entre le dessin et la couleur par exemple. Il est in fine difficile de dire, à la différence des autres, le parcours que suit le rose, être le parcours le moins définissable par rapport aux 3 précédents dont nous avons parlé, et sans doute par rapport aux autres dont nous parlerons. Ceci étant, et c'est vrai, plus j'en lis, plus je me dis que j'apprécie ce sympathique canotage malgré tout. Simplement, je remarque dans celui-ci un nouvel écueil qui est la non-explication, plus encore que dans les autres. On déroule une chronologie, mais on nous livre étapes et faits, plus que transitions et explications. Alors ça n'est pas forcément un défaut total, mais il est vrai aussi, une fois qu'on a accepté de se laisser porter en prenant les choses telles qu'elles sont, et une œuvre qui a d'importantes limites, eh bien c'est vrai qu'on devient sans doute plus tolérant à ces défauts-là, et l'on aura toujours quelque chose à en redire parce que la formule du livre est tributaire de différents éléments. Peut-être que le bleu étant le premier, il a par exemple, on peut dire, eu les défauts d'une première œuvre, pas mal de répétitions, pas mal de choses un peu discutables, mais ici le rose, ce qu'il perd un peu comme défaut en répétition de texte par rapport au premier par exemple, eh bien il le retrouve par la matière de ces couleurs secondaires qui ne peuvent se définir que par rapport aux autres. Il y a donc des redites qui ne sont plus, pourrait-on dire, internes à l'œuvre, à la façon de la raconter par l'auteur, mais plutôt externes, et donc du coup des difficultés qui conduisent toujours à d'autres problématiques. Je crois qu'en fait j'ai simplement accepté que ce serait trop cher pour ce que c'était et qu'il fallait quand même y trouver du plaisir malgré tout pour ne pas le regretter. Peut-être aussi que l'on apprend des choses parce que la couleur est un peu plus méconnue. L'histoire de la couleur en général, celle-ci comme les autres peut-être même un peu plus. Peut-être aussi que le reproche de dispersion que je fais est aussi une qualité qui permet d'élargir les perspectives. Et j'ai acquis, on va dire, une certaine expérience avec la série. Je crois qu'on peut la qualifier de façon un peu lapidaire maintenant qu'on a fait 4 volumes. C'est original et instructif, sans plus. Ça reste toujours sympathique d'apprendre des choses que nous ne savons pas, sur une couleur qui en plus de ça aurait pu ne pas exister dans l'esprit de l'homme. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dès le bleu, acquérir un sympathique savoir qu'on oublie très vite.
comme dans tous, on sera amené à se demander, surtout dans la partie contemporaine d'ailleurs, pourquoi tel ou tel choix plutôt qu'un autre, hein. Pourquoi parler du maillot jaune du Tour de France, ne pas parler du maillot rose du Giro, pourquoi ne pas parler du flamant rose, cet animal qu'on a forcément vu, pourquoi parler d'être bleu après quelques vers mais pas de voir la vie en rose. Le propos est-il définitif? Est-ce que ce sont les choix de l'auteur qui cherchent à l'orienter? Est-ce que c'est une histoire du rose? Est-ce que c'est une histoire de ce que Pastoureau choisit d'en dire? Est-ce que la trajectoire du bleu aux couleurs détestées puis aimées, du jaune aux couleurs aimées puis détestées, du vert absent puis aimé puis oublié avant de finir messianique, et donc enfin du rose absent puis apprécié puis relégué aux marges, font que propos et choix d'exemples obéissent à la démonstration voulue plutôt qu'à une réalité? Bien tout cela, je crois que de toute façon nous n'aurons pas de réponse définitive. Ceci étant, encore une fois, plus j'en lis, plus je me détache de mes critiques, que même si je les crois vraies par ailleurs, juste apprécier le petit voyage, simplement je trouve que le billet coûte un peu cher. Ce qui est aussi un avertissement aux vaguement intéressés qui écoutent. Très honnêtement, passez votre chemin, le jeu n'en vaut pas la chandelle, lisez Wikipédia, vous en aurez moins sur le moment que ces 180 pages, mais ce sera gratuit et vous en retiendrez autant à la fin. Ou alors mieux d'ailleurs, écoutez mes vidéos, avec ce que je viens de restituer, vous n'avez pas payé 1 euro et vous aurez dans 6 mois autant de souvenirs que si vous aviez lu le livre, c'est-à-dire pas grand-chose, à la limite un parcours peut-être de la couleur. Bien, terminons comme d'habitude par une phrase et une note. Je commence par la phrase, je cite « Réduire l'histoire d'une couleur aux périodes récentes est un travers fréquent qu'il faut éviter, même s'il est compréhensible. Quand, faute de documents suffisants, un sujet n'est pas traitable de manière suivie au fil des siècles, la tentation est grande d'exagérer artificiellement l'importance d'un moment ou d'un point particulier au détriment des idées générales et du cours ordinaire de l'histoire. » Quant à la note, je rendrai hommage à un comique disparu trop tôt, ce sera l'emmerdant, c'est le rose sur 10. Bien. Voilà pour ce soir, voilà pour ce 4e épisode de l'histoire des couleurs, toujours aussi énigmatique sur le fond, qu'en penser, c'est délicat, je pense que chacun aura sa sensibilité différente, je lis des critiques qui sont perpétuellement dithyrambiques, moi ça m'a toujours laissé sur ma faim, mais d'un autre côté, je reconnais qu'au fur et à mesure des éditions, j'y prends un certain plaisir, parce que ça n'est pas désagréable comme lecture, et puis l'histoire des couleurs c'est quelque chose que l'on connaît très mal, ça fait partie de ces questions que l'on ne se pose jamais. Elles sont là, elles sont autour de nous, dans tous ces objets qu'on a, on essaye de les accorder, on essaye d'avoir des choix de couleurs qui aillent ensemble dans un mobilier ou ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on ne réfléchit jamais à comment est produite une couleur, surtout à notre ère devenue l'ère du chimique et de l'industriel. Tout ça ne sont des questions qui ne se posent plus vraiment. Or, ce sont des questions qui se sont posées, que ce soit dans la dénomination des couleurs, dans leur visibilité, et puis dans les traces qu'elles laissent dans l'histoire. Voilà donc, je crois, qui conclut notre propos, et bien écoutez, pour la suite du programme, mercredi prochain nous nous retrouvons pour la seconde partie de la tier list des catastrophes naturelles. Les plus attentifs auront remarqué que normalement ça n'est pas à la suite, sauf que Valdo, qui devait intervenir pour la deuxième partie de l'histoire du renseignement français, a dû décaler son intervention, donc elle sera la semaine suivante. Vendredi, sauf erreur de ma part, nous commençons une petite partie d'Hearts of Iron 4, alors ça ira très vite, ce sera fait en 2 sessions. N'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, qui voudraient le faire. Et dimanche, nous aurons bien une vidéo onanisme et découvert sur l'écho de Crimée, ce qui sera l'occasion de parler d'un sujet méconnu et encore une fois marginal, c'est tout l'intérêt de cette série de vidéos. Voilà, bien écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent début de semaine. Nous nous retrouvons mercredi. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt à mercredi. D'ici là, portez-vous bien.